Bienvenue à toi qui écoutes la première émission du podcast de Micro Canap. Sais-tu d'où vient l'eau qui sort de ton robinet? Connais-tu la qualité de l'eau que tu bois? Ou encore, sais-tu que l'eau de tes toilettes est potable? C'est les questions que je veux évoquer aujourd'hui. Car on en entend de plus en plus parler, l'eau est une ressource vitale mais épuisable. Du coup, sa gestion, sa collecte, son utilisation et son accès sont discutés de plus en plus sur la place publique, politique et aussi médiatique. Moi, c'est Chloé Haro et aujourd'hui, on va parler de l'eau à usage domestique. Bonjour Bernard, bonjour Bertrand. Bonjour Chloé. Merci d'avoir accepté de venir dans mon canapé. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas et surtout parce que je ne vous ai pas présenté, dites-moi l'un et l'autre ce que vous faites et ce que vous avez fait par le passé. Eh bien, moi je suis retraité, mais je suis professeur émérite de l'Université de Poitiers. Et par le passé, encore récent, je m'occupais particulièrement, en termes de recherche et d'enseignement, d'eau, de qualité d'eau, de ressources en eau et de production d'eau potable en particulier. Et je continue un peu cette activité aujourd'hui, mais dans d'autres cadres, comme celui de l'Agence de l'eau, par exemple. D'accord, merci. Donc, moi, je suis Bertrand, ancien élève de Bernard. Et je travaille dans le laboratoire auquel Bernard est rattaché, l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers, qui est une unité mixte de recherche CNRS Université de Poitiers. Et mes domaines de recherche concernent la qualité et le traitement des eaux. Donc vous êtes en fait tous les deux scientifiques de formation. Voilà. Très important de vous avoir pour évoquer donc ce sujet de l'eau. Déjà, je voulais commencer par un peu, peut-être une question bateau pour vous, mais je pense que c'est important qu'on revienne un peu aux bases et aux sources, si je puis dire. Pourquoi dit-on eau domestique? Alors, c'est plutôt le terme usage domestique, qui est usage de l'eau dit domestique, qui est utilisé par comparaison ou opposition à l'usage industriel, l'usage agricole et l'usage milieu naturel. Ce sont les 4 grands usages de l'eau. Le terme domestique est aussi utilisé, pas tellement pour l'eau potable, mais pour les rejets d'eau usée sortant des maisons, des habitations. On parle d'eau usée domestique. Et l'eau potable, c'est effectivement de l'eau domestique, puisque c'est l'usage domestique, mais on parle plutôt d'eau destinée à la consommation humaine ou eau potable. Donc ça sous-entend qu'il y a, donc moi j'imagine des conduits sous terre, sous la route, etc. Donc il y a plusieurs conduits, des conduits pour l'usage domestique, des conduits pour l'usage industriel. Comment on peut l'imager? Sous les habitations, il y a une conduite, pour simplifier, qui amène l'eau potable et des réseaux qui vont collecter les eaux usées domestiques pour leur permettre d'avoir un traitement. Si on est en collectivité, ça va permettre de les orienter de les conduire à la station d'épuration. C'est vraiment deux réseaux séparés. D'accord ? Le réseau d'adduction d'eau potable amène l'eau traitée à l'usine d'eau potable jusqu'au robinet du consommateur. Et le réseau d'eau usée, en passant par nous bien sûr, le réseau d'eau usée reprend nos déchets pour les envoyer dans un milieu récepteur, une rivière par exemple, par un autre réseau, en passant par une station d'épuration qui va épurer ses déchets. Pourquoi l'eau de nos toilettes, du coup, elle est potable? Alors, bon, d'abord, ça serait compliqué de faire autrement. Et pas dépourvu de risques. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, pour imaginer que ce ne soit pas de l'eau potable, il faudrait avoir un second réseau dans la maison qui introduise une autre ressource en eau qui serait d'une qualité moins bonne. De l'eau de pluie, par exemple. De l'eau de pluie, par exemple. Alors, si c'est de l'eau de pluie que vous captez au niveau de votre habitation, il peut y avoir des moments où vous n'avez plus d'eau de pluie dans votre cuve, donc vous avez besoin de pouvoir alimenter quand même l'ensemble de l'habitation et ce réseau-là avec de l'eau potable. Et il y a des accidents qui arrivent où il y a de l'eau de l'habitation
qui retournent dans le réseau pour des problèmes de pression, de dépression, et on peut se retrouver avec qui contaminent le réseau pour l'ensemble. Voilà. C'est pour ça, en tout cas, qu'en France, les autorités sanitaires sont très prudentes par rapport à ces initiatives. À un moment donné, est-ce qu'on va pas devoir être obligé d'avoir deux espèces de canalisation, une pour l'eau potable, une pas pour l'eau potable? Ça coûte cher. Ah oui, j'ai bien vu non seulement ça coûte cher, mais il y a un problème technique aussi. C'est que l'eau, quand elle arrive à votre maison, ici par exemple, dans cet appartement, un compteur commun peut-être, ou un compteur spécifique à chaque locataire, peu importe. Mais une fois passé le compteur, après tout le réseau intérieur, il y a 90% de l'eau, 98% de l'eau qui part pour la machine à laver, pour le lave-vaisselle, pour la douche, pour le bain, pour les chasses d'eau, etc. Et puis 2% qui reste pour la consommation. Donc, si vous faites dehors un réseau qui va alimenter 2 à 2% la population en eau potable, ça va être un réseau qui va être gros comme mon doigt. Sinon, si vous faites un réseau comme ça, l'eau va séjourner 1 mois là-dedans. C'est pas bon. Et à côté, vous allez avoir votre réseau normal, qui est le réseau actuel, qui va alimenter en eau de moins bonne qualité, qui va servir à la chasse d'eau, etc., etc. En plus, dans un tuyau gros comme mon doigt, ça va se colmater, ça va boucher. Il y a du tartre qui se dépose. Donc, vous pouvez pas faire double réseau. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la santé publique passe avant tout en France. Il est hors de question d'envoyer, même sur une chasse d'eau, et surtout encore moins sur un robinet de douche, par exemple, une eau qui serait pas tout à fait potable, parce qu'un gamin, quelqu'un, une personne âgée peut arriver et puis boire à n'importe quel robinet. Donc, une fois que l'eau est collectée, elle va dans une station, on dit donc de potabilisation. Oui. Et c'est là qu'elle est traitée ou ça intervient plus tard? C'est à ce niveau-là qu'elle va être traitée. Donc, on va prélever de l'eau dans des ressources qui sont soit des ressources souterraines, soit des ressources superficielles, c'est-à-dire des rivières, voire des retenues, mais principalement des rivières. Pardon, je vous interromps, mais c'est parce que oui. C'est principalement des rivières. Donc, en fait, elle peut être collectée dans plusieurs sources différentes. Plusieurs sources, voilà. En gros, en France, il y a les 2 tiers qui proviennent de ressources souterraines et 1 tiers qui proviennent de ressources superficielles. Et dans ces ressources superficielles, la majorité de rivières. Donc, superficielle, ça ne veut pas dire construite par l'homme? Non. Dans la plupart des cas, donc dans 80% des cas, ce sont des rivières naturelles. D'accord. Par exemple, à Poitiers, une grande partie de l'eau est prélevée dans des nappes phréatiques. Et une partie qui doit être à peu près, ça dépend de la saison, mais on va dire de 20% à peu près, est prélevée dans le Clain, dans la rivière Clain. D'accord. Donc évidemment, le traitement à partir de l'eau du Clain va être beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus avancé, beaucoup plus poussé que le traitement à partir d'une eau souterraine qui est déjà propre ou pratiquement consommable directement. D'accord. Vous alliez dire quelque chose? Alors que, par exemple, à Châtellerault, l'eau va principalement venir de la Vienne. Va être prélevée dans la Vienne et donc subir, là encore, des traitements plus sophistiqués que lorsque c'est prélevé dans une eau souterraine. Et donc, tout à l'heure, vous parliez de nappe phréatique. Est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent qu'est-ce qu'une nappe phréatique? Sous nos pieds, à Poitiers, il y a du calcaire. Un système fracturé qui permet à l'eau de s'infiltrer jusqu'à être arrêtée par une couche imperméable. Qui vont être, par exemple, une couche de marne argileuse. D'accord. Et donc, l'eau va s'accumuler dans le calcaire. Quand il va pleuvoir, ça va s'accumuler et cette eau va être stoppée par cette couche imperméable. Un petit peu comme si on pose une éponge rigide dans un bol d'eau. La partie basse de l'éponge va être complètement imbibée. Alors que la partie haute de l'éponge, qui est dans la même roche, sera sèche. Et on va donc réaliser un forage qui va aller suffisamment profondément pour aller dans une zone où il y a toujours de l'eau qui s'accumule. Alors, cette eau souterraine s'écoule
aussi, mais beaucoup plus lentement qu'une eau de rivière. Elle coule également, et d'ailleurs, elle alimente les rivières en eau, c'est-à-dire que l'eau de pluie qui est récupérée dans ces nappes phréatiques s'écoule très lentement vers la rivière et les autres milieux superficiels, comme la mer par exemple. Je reviens juste sur le cycle. Donc elle est collectée, puis elle va dans une station de potabilisation. Donc là, il y a des manières de... Il va y avoir une succession d'opérations de traitement pour éliminer différents éléments indésirables présents dans l'eau. C'est-à-dire ces éléments indésirables. Alors, si on parle d'une eau de rivière, on va d'abord chercher à éliminer les matières qui donnent la couleur et le caractère trouble à l'eau. Ce sont des matières qui sont beaucoup d'origine naturelle, qui sont dues à la décomposition, à la vie dans la rivière, et à la décomposition de la biomasse, à la décomposition des feuilles d'arbres, à l'entraînement de terre, de matière organique quand il va pleuvoir, des choses comme ça. Et donc ces matières très très fines, ces matières organiques principalement naturelles, on va chercher à les éliminer lors des premières étapes de traitement. D'accord. Et après, donc après ces premières étapes, on élimine quoi alors? Qu'est-ce qui reste? Quand l'eau est clarifiée, comme vient de l'expliquer Bertrand, il peut rester dans l'eau des petits polluants, des micro-polluants, c'est pour ça qu'on les appelle des micro-polluants, qui vont être des pesticides par exemple, qui vont être des phénols, qui vont être des... Qu'est-ce que c'est des phénols? Des phénols, c'est des composés aromatiques qui viennent de la décomposition de matière organique. La matière organique, c'est décomposé en petits morceaux, en fait. Et ces petits morceaux, alors ça peut être aussi des rejets industriels, hein, ça peut être aussi des rejets domestiques, donc ça peut être des détergents. Il peut y avoir aussi des éléments métalliques, des éléments minéraux. Là, je vous parle que des éléments organiques. Donc il va falloir les enlever aussi, parce qu'il y a une réglementation, on y reviendra tout à l'heure, sur l'eau potable, qui nous impose de les enlever, jusqu'à une certaine concentration, parce qu'on n'arrive jamais à zéro. Donc là, on va prendre des adsorbants, comme des charbons actifs, par exemple. On va prendre des oxydants chimiques, comme de l'ozone. On va prendre des membranes extrêmement fines, qui sont tellement fines qu'elles vont même bloquer les petites molécules. Ce qu'on appelle la nanofiltration ou l'osmose inverse basse pression. Mais in fine, et je laisse Bertrand terminer là-dessus, il y aura de toute façon une dernière étape qui est absolument indispensable pour protéger la santé publique et la santé humaine, qui est la désinfection. Voilà, c'est vraiment l'étape la plus importante. Et donc la désinfection est réalisée en France avec du chlore qui est utilisé sous forme de chlore gazeux ou d'eau de javel qui va être rajouté dans l'eau. Très, très majoritairement, ce sont les systèmes qui vont être utilisés en France pour désinfecter l'eau. Et il faut on souhaite qu'il y ait un résiduel de désinfectant qui aille jusqu'au robinet du consommateur pour assurer la stabilité de l'eau dans le réseau jusqu'au robinet. C'est vers la fin du 19e siècle, tout compte fait, milieu du 19e siècle, que la désinfection est venue, ensuite est apparue et que on a fait de la désinfection par le chlore, notamment grâce à l'invention du chlore par un chimiste français. Je crois. Vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure, Bertrand? Oui, c'est cette invention de l'utilisation du chlore pour la désinfection des eaux est probablement l'une des plus importantes innovations qui a été mise en œuvre pour la salubrité et la santé du public, la santé des citoyens. Et en France, et dans le monde, l'une des causes de mortalité les plus importantes, ce sont les maladies hydriques à cause d'une mauvaise désinfection. Et donc, est-ce que c'est possible? Je vois ma famille dire « Ah, l'eau est un peu bleue, c'est de chlore. » C'est pas possible, ça ne se voit pas. On peut trouver un goût. Oui. Elle a goût de chlore. Ça, c'est le plus classique. Là, c'est vraiment le chlore ou le javel qu'on a ajouté. Oui. Mais la couleur, non. Quand il y a une couleur dans l'eau, c'est rarement du bleu d'ailleurs, c'est plutôt un peu du rose ou du jaune, ou du jaunâtre, ou du rougeâtre. C'est lié à d'autres phénomènes que le chlore.
J'en profite, quel type de phénomène du coup Eh ben, par exemple, une corrosion dans un réseau de distribution, si vous avez un réseau qui est en métal, en fer, eh ben, il peut y avoir des problèmes de corrosion, parce que l'eau n'est pas tout à fait à l'équilibre chimique. Donc il peut y avoir des phénomènes de corrosion qui vont entraîner une dégradation par la rouille de la conduite et une dissolution du fer qui va donner une petite couleur à l'eau. C'est pas très dangereux, mais c'est désagréable. Après, donc, la station de potabilisation et donc tous ces traitements, où elle va l'eau? Parce que par exemple, à Poitiers, il y a un château d'eau. Enfin, voilà. Grand Poitiers, pardon. Il y a plusieurs châteaux d'eau, il y a plusieurs réservoirs. Et donc, effectivement, ça passe d'abord par des réservoirs, et souvent des réservoirs aériens, des châteaux d'eau qui permettent d'alimenter en eau potable ça alimente de façon gravitaire par le poids de l'eau les robinets des consommateurs. C'est-à-dire que le fait que ce soit en hauteur, si moi j'ouvre mon robinet, par exemple, ça va ouvrir comme un conduit et il va y avoir C'est ce qui permet que l'eau arrive avec de l'énergie, de la vitesse et de la pression au robinet. Dans les vallées montagneuses, par exemple, il n'y a pas de château d'eau. Parce qu'on utilise le sommet, pas les grands sommets, mais les sommets des collines autour de la ville pour alimenter gravitairement les... Comme ça, pas besoin de fabriquer de château d'eau. On utilise la nature, en fait. On utilise des cuves. Non. On utilise des cuves, mais qui ne sont pas sur un pied, qui sont au sol. Et il faut quand même fabriquer des réservoirs d'eau. Donc, elle est obligée d'être stockée pour pouvoir être ensuite... pour pouvoir alimenter les maisons. Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'elle va directement de la station de potabilisation, à un robinet, à mon robinet de cuisine, par exemple? Non, parce qu'on a besoin d'avoir un stock. En France, l'eau stockée dans les châteaux d'eau, réservoirs, etc., représente à peu près une petite journée de consommation. C'est-à-dire que s'il y avait un problème d'électricité, par exemple, parce qu'il faut bien d'électricité pour alimenter des pompes au niveau d'usines de traitement, au niveau du pompage dans la nappe souterraine ou dans la rivière pour traiter l'eau, on pourrait avoir de l'eau encore pendant une petite journée, avant que les réparations soient faites. Et l'eau produite sera stockée dans les châteaux d'eau, ce qui permettra d'avoir une alimentation constante, 24 heures sur 24, 24 sur 24, comme on dit, pour tous les habitants concernés par le réseau d'adduction d'eau potable. D'accord ? Donc, on a besoin de ces stockages. C'est inévitable. Après donc avoir été stocké dans un château d'eau, dans une cuve, l'eau va donc dans le réseau de distribution et ensuite, elle est... Ça va arriver au robinet du consommateur. D'accord. Et ensuite, elle va où? Une fois que moi, par exemple, j'ai fait ma vaisselle, elle s'écoule. Et donc, ça va être les eaux usées de la maison ou de l'appartement vont être collectées pour aller pour rejoindre la station d'épuration, si on habite en ville, pour rejoindre une station d'épuration par le réseau d'eau usée. Ce réseau d'épuration peut recevoir l'eau à usage domestique, mais aussi l'eau à usage agricole, ou pas du tout? Là aussi, c'est bien séparé. Alors, les réseaux d'assainissement tels que Bertrand les entend, tels qu'on les entend en général d'ailleurs, sont des réseaux plutôt domestiques, qui ne reçoivent que les eaux usées domestiques. Mais aussi, en partie, parfois, malheureusement, les eaux pluviales, c'est-à-dire les eaux de ruissellement sur les chaussées, sur les toitures, etc. Et aussi, parfois, quelques eaux industrielles, mais qui sont plutôt des eaux dites de petite et moyenne industrie, que les grosses industries ont un réseau, une station d'épuration adaptée à la taille et au type de leur industrie. Les eaux agricoles, par contre, ne sont pas collectées du tout. C'est pour ça qu'on parle de pollution diffuse quand on parle d'une pollution agricole, parce que l'eau qui arrive est évidemment collectée pour arroser, par exemple, des champs de maïs, mais une fois qu'elle est épandue sur le sol, évidemment, il n'y a plus de collecte. C'est le sol qui la collecte. Donc la nappe phréatique qui est dessous. Donc s'il y a une pollution qui est envoyée par l'usage agricole, on va retrouver en partie, pas totalement, mais en partie, cette pollution dans la nappe qui pourra servir plus tard, pourquoi pas, à alimenter en eau potable une population. D'où la présence parfois de pesticides ou de nitrates dans les eaux potables. Qu'on a de la peine à éliminer, bien sûr, mais qu'on élimine quand même. Est-ce que c'est envisageable, est-ce que c'est possible d'identifier quelle, par exemple,
parcelle agricole ou industrie va endommager, si je peux dire, les nappes phréatiques dans lesquelles nous, on tire notre eau qui va nous servir pour notre usage domestique. On essaye de protéger les zones de captage en définissant des périmètres de protection sur lesquels les activités sont contrôlées. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même une pollution diffuse, que ces zones de protection sont insuffisantes en pratique pour protéger efficacement la ressource. Il y a aussi un effet retard. Donc c'est compliqué votre question. C'est compliqué, non pas la question, mais c'est compliqué de donner une réponse. Mais parce qu'il y a un effet retard. Regardez par exemple ce qui s'est passé cet été avec le chlorthalonil, qui est un herbicide pour lutter contre les mollusques, je crois, qui a été retrouvé un peu partout dans nos eaux. Dans les eaux donc, de Grand Poitiers. Dans les eaux de Grand Poitiers, mais pas seulement Grand Poitiers. C'était aussi tout le département de la Vienne. Ce produit est interdit en agriculture depuis plusieurs années. C'est comme l'atrazine, qui est un désherbant qu'on utilisait dans fin des années 90, qu'on n'utilise plus depuis 2003. On en retrouve encore dans les eaux potables aujourd'hui. Donc, on sait que c'est l'agriculture, principalement, majoritairement, c'est l'usage agricole qui est responsable de ces pollutions. Mais pour trouver quelle parcelle et à quelle époque ça se passait, le phénomène naturel qui se passe ensuite dans la couche de l'éponge sèche, qu'on appelle la couche insaturée. Non, oui, c'est ça. Oui. Non saturée. Non saturée. Oui. Oui, c'est ça. Et puis dans l'éponge humide, qu'on appelle la couche saturée, qui est la nappe phréatique, sont tellement compliquées, sur le plan purement scientifique aussi, qu'il est très difficile de répondre à votre question. Quand il s'agit d'une industrie, là, c'est un peu plus facile à voir. Parce que l'industrie va produire un polluant qui est typique de sa fabrication. D'accord. Pour rappel, et pour ceux qui n'habitent pas à Grand Poitiers ou dans la Vienne, cet été, donc fin juillet, début août, nous n'avons pas pu boire l'eau du robinet, qui est censée donc être potable, parce qu'elle était donc... Là, c'était parce il y a eu un problème de présence de parasites. Ah, donc c'est autre chose. Donc c'est autre chose. Ah oui, avant, il y a eu le pesticide, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses cet été. Voilà, le pesticide est arrivé un peu plus tôt, a été détecté plus tôt. Voilà. Donc il y a eu le pesticide, et l'autre problème, c'était donc la bactérie ? Non, c'est pas une bactérie. Donc il s'agit d'un parasite, Cryptosporidium, qu'on peut retrouver dans les eaux. La Grand Poitiers a identifié une concentration de 2 pour 100 litres. Deux parasites. 2 parasites sous une forme enquistée pour 100 litres. Voilà. D'accord. Ce qui est donc au-dessus d'un seuil... Disons qu'on sait que dès qu'on en trouve, il y a un risque potentiel. Risque de diarrhée, risque de gastro, principalement. Il y a eu des décès en 1983 aux États-Unis, à Milwaukee, à cause de ce parasite. Voilà. Mais ça devait être un seuil beaucoup plus élevé que ce que nous avons connu. Probablement. Oui, c'est sûr. J'ai plus les chiffres en tête. Voilà, mais oui, c'était plusieurs centaines de milliers de personnes, je crois, et dû à des problèmes d'hygiène et de... Voilà, c'est une contamination... Une contamination. C'est souvent lié aux animaux et des contaminations fécales. Juste une petite précision quand même par rapport à ce que disait Bertrand. C'est pas une précision, c'est plutôt un complément. Vous avez parlé de bactéries. Il a dit non, c'est pas une bactérie. Oui. Alors en fait, c'est un micro-organisme. Mais dans les micro-organismes, vous avez les plus petits qui sont des virus, comme le coronavirus par exemple, qu'on a retrouvé dans les eaux aussi à une époque. Les bactéries, je parlais tout à l'heure j'ai parlé du choléra. C'est une bactérie. Mais j'aurais pu parler du Escherichia coli, par exemple, qui est aussi une bactérie. Et puis, la taille au-dessus, vous avez les protozoaires parasites, comme les amibes, les cryptosporidium et d'autres. Je ne sais pas sur la science, ça va embêter les gens, mais c'est des tailles différentes. Mais, puis après, vous avez les algues aussi, les micro-algues. Tout ça, c'est des micro-organismes qui potentiellement peuvent rendre malades les animaux et les humains. Les humains et les animaux, peu importe dans quel sens on prend. Là, c'était les cryptosporidium, c'était donc des parasites. Qui étaient donc difficiles à détecter. Oui, c'est difficile à détecter. Alors, il y en a naturellement dans la plupart des rivières,
à des concentrations qui vont de quelques dizaines par 100 litres. D'accord. Et là c'était 2 pour 100 litres. Ok. Voilà. Et c'est souvent lié ça peut être lié en tout cas à un dysfonctionnement dans les étapes de clarification, les premières étapes où on va chercher à éliminer les matières organiques et les matières en suspension présentes dans l'eau. Et on a fait des progrès dans l'identification, parce qu'il y a quelques années, on ne repérait pas forcément la présence de ces parasites. Et parce que c'est, comme on l'a dit, c'est 2 dans 100 litres. Donc on doit filtrer 100 à 200 litres d'eau pour pouvoir réaliser ces analyses, qui sont en plus assez sophistiquées. Et qu'on envoie à Lyon, parce qu'on ne sait pas les analyser partout. C'est pour ça que ça prend quelques jours pour avoir les résultats. Mais le mal est fait dans ce cas. Oui, c'est ça. Donc là, on parlait de Cryptosporidium. Oui. Mais j'ai aussi regardé, donc ça, ces données sont accessibles sur le site de Grand Poitiers, mais aussi sur le site des Hauts-de-Vienne. On parle à un moment donné de THM, de trihallométhane. Oui. Qu'est-ce que c'est et pourquoi on en retrouve dans notre eau potable aussi? Alors, comme on l'a dit, dans les eaux, par exemple d'une rivière, il y a des matières organiques naturelles. Mm-hmm. Et comme on l'a dit également, l'étape la plus importante de la filière de traitement, c'est la désinfection avec l'ajout de chlore. D'accord. Dans l'eau qu'on va distribuer, au moment de la désinfection, il y aura toujours un peu de matière organique. Et lorsqu'on va rajouter le chlore va inactiver, tuer les micro-organismes, les bactéries, les virus, mais il va également réagir avec les éléments chimiques présents dans l'eau. Et il va réagir avec les matières organiques, notamment, et ça va conduire à la formation de trihallométhane, de composés et de plein d'autres composés organochlorés. D'accord. Et donc les trihallométhanes, les THM. Donc en fait, c'est pas néfaste. C'est pas néfaste. Alors on cherche à avoir un compromis entre une bonne désinfection et la quantité la plus faible de sous-produits de désinfection organochlorés. Donc de THM. Les THM sont un indicateur, servent d'indicateur de ces composés organochlorés. Ça, c'est particulièrement inévitable. Je veux dire, même si on chlore de l'eau d'évian, je dis eau d'évian, de l'eau minérale, il y a toujours un peu de matière organique dans l'eau, toujours. On ne boit pas de l'eau distillée, c'est évident. De la matière minérale et de la matière organique. On formera un peu de THM. Mais Bertrand l'a très bien dit, le tout, c'est de trouver le compromis entre la dose de THM à ne pas dépasser, parce qu'on considère qu'à partir de cette dose, il peut y avoir un risque sur 1 million de personnes, pour quelqu'un qui boit 2 litres d'eau par jour pendant 70 ans, de contracter un cancer à cause de ces produits-là. Mm-hmm. Mais bien entendu, 1 sur 1 million, pendant 70 ans, en buvant 2 litres d'eau par jour, contaminé par ces THM. Donc, il y a une concentration maximale à ne pas dépasser. Je vous donne les chiffres, c'est 100 microgrammes par litre, peu importe. Donc, on trouve le compromis, mais il y a des régions qui ont de la difficulté à trouver, par exemple la Vendée, qui est tout près d'ici, Châtellerault, avec l'eau de la Vienne, voilà. On a de la difficulté à trouver ce compromis pour faire moins de 100 microgrammes par litre de THM, tout en ayant une bonne désinfection de l'eau pour éviter les cryptosporidium, les bactéries, les virus, etc. Et ça, c'est comme à l'hôpital, quand on soigne quelqu'un. C'est toujours des compromis. Donc là, jusqu'à présent, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a... On va dire qu'ils essayent tous les jours d'atteindre différents niveaux. Comment... Ils surveillent, ils vont surveiller régulièrement. Et tous les jours, ce qu'ils vont contrôler, c'est les taux les résiduels de chlore en sortie d'usine, pour s'assurer que la désinfection est bonne. Et régulièrement, ils vont faire des prélèvements. On va réaliser des prélèvements d'eau pour analyser notamment les trihallométhanes. J'ai aussi donc pu lire qu'il y avait donc des risques de CVM, donc eau et chlorure de vinyle monomère. Qu'est-ce que c'est et comment ça se fait qu'on peut trouver ça aussi dans notre eau? On a parlé de réseau de distribution d'eau potable tout à l'heure. De l'usine au robinet du consommateur, il y a un tuyau. C'est ça. Il y a des tuyaux. Il y a des tuyaux en fonte, en métal,
On a dit que ça pouvait provoquer des couleurs d'eau, mais il y a aussi des tuyaux en polychlorovinyle, en PVC. PVC. En PVC. Et donc, polyvinyl chloride. Et ce PVC, en lui-même, n'est pas dangereux, sauf que, lors de sa fabrication, on utilisait un monomère de chlorovinyle pour le polymériser, pour faire ce plastique, et il peut rester des traces de monomère dans le matériau. D'accord. Et on s'est aperçu à la longue, mais ça doit dater de la nuit des temps, mais c'est parce qu'on commence juste à le contrôler, on s'est aperçu que des traces de chlorure de vinyle monomère, donc le CVM, pouvaient être présents au niveau du consommateur. Et comme c'est réglementé, en termes de concentration, ça va être 1 microgramme par litre, je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai plus en tête, 1 ou 10 microgrammes par litre, peu importe le chiffre. Mais il y a une réglementation. Et bien évidemment, on fait attention à ça, parce que si on en a trop, c'est tout le réseau qu'il faut changer. Et là, c'est des centaines de milliers d'euros, évidemment, ou des millions d'euros à remettre dans la balance pour avoir une autre qualité. Mais ça vient pas de l'eau brute, ni du traitement. Ça vient de la distribution dans le réseau. Oui, à chaque cas, son problème. C'est ça. Et c'est important de souligner ce que vous avez commencé à souligner pendant votre réponse, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de problèmes, et c'est aussi parce que tout simplement les recherches avancent, notre analyse avance, et on découvre en fait de plus en plus les impacts de notre activité, de notre activité tout court. Oui, et notamment, donc vous l'avez dit, il y a de très grands progrès sur l'analyse, sur la chimie analytique et les performances des analyses pour surveiller la qualité des eaux. Ces analyses sont faites parce qu'il y a des réglementations. Qui fixe ces réglementations? Pourquoi elles sont nécessaires? Dans l'échelle des consultations, on va dire. C'est l'OMS d'abord, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui s'occupe des recommandations. C'est pas des réglementations, c'est des recommandations pour tous ces paramètres dont on a parlé, THM, CVM, les pesticides, mais on pourrait citer aussi les nitrates, les fluorures, l'arsenic, le plomb, etc. Il y a plein de choses. Ouais. Ensuite, c'est les experts de la communauté européenne, de l'Union européenne, chez nous. D'accord. Il y a la même chose, évidemment, aux États-Unis avec l'US Environmental Protection Agency, qui vont reprendre ces recommandations pour les transformer en directives, généralement beaucoup plus sévères. Il y a un rapport 10, généralement, pas toujours, en général un rapport 10, entre 10 fois plus faible au niveau de l'Europe par rapport à la recommandation de l'OMS, parce que les directives européennes ne peuvent pas s'appliquer à n'importe quel pays africain, ils ne pourraient pas. D'accord. Ensuite, la directive est soumise aux États membres, pas soumise, est imposée aux États membres, et les États membres de l'Union européenne ont en général quelques années, ça dépend des périodes, 3 ans on va dire, pour traduire ça en réglementation dans le droit national. Soit en l'appliquant directement, soit en le durcissant encore. La France, par exemple, il lui arrive de durcir quelques paramètres qui ont déjà été durcis par la directive européenne par rapport à l'OMS. Voilà comment les réglementations se font. Par rapport, par exemple, aux bactéries qu'on a retrouvées, pas à la bactérie, pardon. Oui, non, mais micro-organismes. Aux micro-organismes qu'on a retrouvés dans l'eau. Vous disiez tout à l'heure, donc on le retrouve normalement dans les déjections, dans les déjections des animaux. Est-ce que ça peut être lié justement, effectivement, à la sécheresse, au fait que les ressources en eau changent et du coup, on puise à un moment donné plus d'un côté que de l'autre? Qu'est-ce qui se passe? En fait, concrètement, effectivement, comment le manque d'eau et aussi les canicules à répétition vont impacter la qualité de l'eau potable et son traitement? Pour les cryptosporidiums, je ne sais pas trop. Ça peut être lié parfois à des phénomènes d'orage. Les orages peuvent induire une contamination des ressources, d'ailleurs souterraines ou superficielles. Les fortes pluies, ou les très fortes pluies. Je ne comprenais pas comment ça, un éclair. Non, pardon. Les très fortes précipitations. Oui. D'accord. Voilà. Et par contre, après, la qualité de l'eau est effectivement affectée à cause des changements climatiques. Il va y avoir, il y a déjà des diminutions de débit dans les rivières. Et comme il y a des rejets qui en volume ne changent pas beaucoup, on se retrouve, et en qualité,
on va se retrouver à concentrer davantage les micropolluants, les polluants, les rejets. En fait, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que l'eau, une fois qu'elle est arrivée dans notre robinet, qu'on a fait la vaisselle, qu'ensuite elle part, donc elle va dans cette station d'épuration, et ensuite on la reverse dans son élément naturel, et ensuite, hop, le cycle recommence. Voilà, il y a un cycle d'usage, par exemple, le petit cycle, on appelle ça le petit cycle. On va continuer à consommer de la même manière, donc on va continuer à déverser autant d'eau, d'eau traitée donc, dans la rivière. Oui. Mais dans cette rivière, il y aura de moins en moins d'eau. Donc, plus en plus de l'eau qui a déjà été consommée par l'homme. Exact. Voilà. Ouais, donc, finalement, on aura de plus en plus de traces, effectivement, de nos déchets, de pesticides, etc. C'est pour ça que les exigences sur la qualité de l'épuration des eaux sont susceptibles d'évoluer également. Et de baisser, finalement, du coup, pour correspondre... Oui. Avec un coût qui ne va pas être négligeable. Hein. C'est ça, parce qu'à partir de 2024... l'eau, enfin en tout cas le coût de la consommation de l'eau va augmenter. Est-ce que c'est lié justement à tout ça? On va devoir plus traiter l'eau? Il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a aussi l'inflation actuellement. Mais nous, on considère, parce qu'on a fait des études là-dessus, qu'en 2040 à peu près, rien que dû au fait du changement climatique, le prix de l'eau va au moins doubler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix de l'eau est aux alentours de 4 € le mètre cube, à peu près, ça. Hein. 2 € pour l'assainissement, 2 € pour la production d'eau potable. Ça peut être un peu moins cher à Poitiers, mais ça va être un peu plus cher ailleurs. C'est un tarif moyen français que je vous donne. On pense qu'en 2040, il sera de l'ordre de 8 € par mètre cube. Hors inflation, à cause du changement climatique, par rapport à ce que vous disiez. Si vous avez moins d'eau dans les rivières, vous rejetez toujours la même chose, évidemment, il y aura plus de pollution. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les phénomènes des précipitations extrêmes, dont parlait Bertrand tout à l'heure, qui vont lessiver beaucoup plus ces sols vers les cours d'eau, mais aussi vers les nappes phréatiques. Et il y a aussi le phénomène température, qui est extrêmement important, qu'on ne sait pas encore trop bien maîtriser aujourd'hui. Enfin, bien maîtriser, on peut pas la maîtriser, mais on ne sait pas encore très bien, maîtriser les effets et connaître les effets. Puisqu'il y a des eaux stagnantes, voilà, quel effet la température va avoir sur la prolifération bactérienne, sur la prolifération des protozoaires dont on parlait tout à l'heure, des micro-organismes en règle générale, sur l'évolution de la matière organique naturelle, sur la décomposition des végétaux dans l'eau, etc., etc. Là, on patauge un peu actuellement. On patauge un peu là-dedans. On réfléchit, on y travaille, mais on patauge un peu. Donc le changement climatique aura un effet considérable, je pense, sur la ressource en eau, sur son traitement. Je parle d'eau potable, mais pas sur sa qualité, puisque la qualité, on est obligé de satisfaire une réglementation dont je vous parlais tout à l'heure. Après, si la réglementation s'adapte... non, la réglementation ne s'adaptera pas, elle restera toujours aussi sévère. C'est le prix qui va s'adapter. Oui. D'autant plus que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi donc l'augmentation du coût énergétique, et il faut effectivement de l'énergie pour traiter les eaux et puis tout simplement les acheminer. Donc, effectivement, on va aussi connaître une augmentation due à toutes ces augmentations tarifaires. Pour avoir une eau parfaite, quel que soit le milieu, même si c'est de l'eau usée, hein, parce qu'on peut réutiliser les eaux usées, si un eau potable, pourquoi pas, on sait faire. On le fait dans une navette spatiale, on le fait dans une station spatiale, la navette spatiale, ça n'existe plus, mais dans une station spatiale, on sait le faire. Mais il faut beaucoup d'énergie pour faire ça. Donc le prix de l'eau sera forcément augmenté dans les décennies qui viennent. Et ça commence normalement début 2024. On parlait donc du petit cycle de l'eau. Après la station d'épuration, on remet l'eau en fait dans la rivière. Dans la rivière. Par exemple. Oui. Mais on ne peut pas la remettre dans les nappes phréatiques. Alors c'est quelque chose qui peut se développer. Ça peut être intéressant. Ça dépend des endroits. Ça peut être intéressant, par exemple, en zone littorale, de recharger les nappes pour protéger les nappes de ce qu'on appelle le biseau salé, de la remontée des eaux de mer souterraines vers les eaux douces continentales. La réinjection en nappe, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Il y a eu des expérimentations, de fait. Mais c'est pas encore, évidemment, c'est loin d'être généralisé, bien sûr. Oui. Mais à l'état expérimental, oui, c'est testé. Et pour le moment, est-ce qu'il y a une altération de la qualité de cette eau, du coup, en nappe phréatique, vu qu'on réinjecte? Et du coup, est-ce que c'est pour ça que en l'état, c'est que des tests?
Non, bon. Eh ben, si c'est une eau usée qu'on veut réinjecter, donc une eau qui a déjà été utilisée, quel que soit l'usage, domestique, agricole, industriel, parce que le naturel c'est autre chose. Et si on veut la réinjecter, il faut de toute façon quand même la traiter suffisamment avant. De façon à ce que, une fois réinjectée, une fois que le sol aura fait aussi son auto-épuration, on va dire, on ne modifie pas la qualité de la nappe dessous. Il y a des expériences qui sont actuellement effectuées, non pas en nappe, mais en eau superficielle. Au Sable d'Olonne, on prend l'eau, une partie de l'eau de la station d'épuration, on finit de la traiter un peu plus, on la réinjecte dans le lac qui alimente ensuite l'usine d'eau potable. Hein, donc c'est à l'état expérimental tout ça. C'est ce qu'on appelle alors les Américains disent le reuse, réutilisation des eaux usées. Nous on dit le reute, ou R-E-U-T, parce qu'on n'a pas voulu faire trop américain. Je répondais l'autre jour à une journaliste d'un journal national, peu importe, je ne sais pas le nom, qui me demandait mon avis sur la réutilisation des eaux usées. Parce qu'on entend partout l'Israël, l'Espagne, l'Italie. Ben, je dis oui, évidemment. Évidemment, on ne peut pas se comparer à l'Israël sur la réutilisation des eaux usées, puisqu'on a de l'eau. Pourquoi faire de la réutilisation des eaux usées quand on a de l'eau? Ça coûte cher de faire de la réutilisation des eaux usées. Notre président de région, tous les 4 matins, je le subis au comité de bassin de l'agence de l'eau à Haute-Garonne. Ouais, il faut faire de la réutilisation, de la réutilisation, de la réutilisation. Oui, mais 1, ça coûte cher. Et puis 2, il ne faut pas dériver non plus de l'eau qui va vers le milieu naturel actuellement. Je ne parle pas du littoral. Ça, c'est un peu particulier. Mais bon, la station d'épuration de Poitiers, elle rejette dans le Clin. Oui. Si la station d'épuration de Poitiers arrêtait de rejeter dans le Clin, l'été, il y aurait peut-être plus d'eau du tout dans le Clin. Enfin, voilà, j'exagère un peu, mais... Mais il y a des rivières dans lesquelles les rejets de la station d'épuration sont une contribution importante du débit. Donc, réutiliser les eaux usées, sans passer par le milieu naturel, c'est un peu risqué. La réinjection dans les nappes, ça fait partie de passer par le milieu naturel. Le passage dans une rivière ou dans un lac comme au lac de... en Vendée. En Vendée, oui. C'est le Jaunet, non? C'est pas le Jaunet, bon, peu importe. Ça fait aussi partie... oui, c'est le projet Jourdain. Oui. Ça fait partie de repasser par un milieu naturel. Oui, tout ça, oui. Plutôt, je signe tout de suite. Mais la réutilisation des eaux usées, tout de suite, pour arroser de la vigne, par exemple, parce qu'on en parle. Dans le Grand Sud-Ouest, on parle. Parce que les vignes ont trop d'alcool, il va falloir les arroser pendant qu'elles poussent, pour que les vins soient moins chargés en sucre. C'est ce que le milieu naturel recevra en moins, enfin, pas de la même façon. Quand on arrosera de la vigne, il y aura de l'évapotranspiration, bien évidemment. Pour finir, est-ce qu'on continue à boire l'eau du robinet avec tout ce qu'on vient de mettre en évidence, ces traces de pesticides, ces traces de micro-organismes, etc. Les micro-organismes, là, c'était exceptionnel et on est revenu à un état normal. Donc, oui, quoi, moi je ne bois qu'exceptionnellement de l'eau en bouteille. Je ne bois que de l'eau du robinet. Est-ce qu'on se pose la même question sur les eaux embouteillées? De CVM, de bromate, de plastifiant, de plastifiant, sans compter qu'il y a la question du transport, la question de l'embouteillage, la question de dire quand Vittel pompe de l'eau, c'est aux dépens des agriculteurs, aux dépens des autres usages. Donc on ne se pose pas les mêmes questions sur l'eau embouteillée qui par ailleurs coûte 500 fois plus cher au litre que l'eau potable. Les prix sont... Alors moi je dirais, ce que je réponds toujours là-dessus, et mes collègues anthropologues ou autres qui travaillent sur le domaine de l'eau disent la même chose, il faut boire de l'eau du robinet. Mais évidemment, il faut toujours avoir aussi un petit stock d'eau embouteillée. Parce que, justement, l'avantage de l'eau du robinet, c'est qu'elle est contrôlée d'une manière fréquente, enfin, suffisamment fréquente. C'est jamais assez fréquent, je suis d'accord. Mais suffisamment fréquente pour que le pouvoir public, ou le PRPDE, c'est la personne responsable de la production et de la distribution de l'eau, dise stop, vous ne devez pas en boire parce qu'on a un cryptosporidium, ça va pas durer longtemps, mais on l'a, ou on a un doute, ou parce qu'on a un phytosanitaire, donc consommer de l'eau minérale en attendant. Donc,
Il faut avoir toujours un peu d'eau minérale, d'eau embouteillée à la maison. Mais moi, tous mes petits-enfants, et j'en ai un certain nombre, boivent de l'eau du robinet. Il y a un robinet spécial, le lavabo de la cuisine, qui passe pas par l'adoucisseur, parce que je veux pas qu'ils boivent de l'eau adoucie. Et ils boivent tous à ce robinet sans aucun problème. Alors vous allez me dire, je sais pas ce qui se passera plus tard, mais normalement, il n'y a pas de problème. Il faut boire de l'eau de robinet. Il y a 90% de la population mondiale, et quand je dis 90, c'est peut-être 95%, qui seraient contents d'avoir une eau du robinet comme celle qu'on a, même en période de cryptosporidium, parce qu'ils crèvent de soif, quoi. Oui, puis il y a des solutions. J'ai une amie qui achète du charbon et qui en fait met, alors si j'ai bien compris, c'est un bout de charbon dans de l'eau et ça... C'est pas bien ? Oui, je suis pas très pour. Oui. Ça peut avoir une incidence sur la qualité de l'eau. Si par exemple, si c'est une carafe filtrante et qu'on... Sur le goût. Et sur le goût, l'eau ne sera pas surveillée de la même façon. Donc, je pense qu'il faut le faire d'abord si on y éprouve un intérêt sur le goût, plus que sur la qualité chimique, où je pense que on rajoute plutôt des risques qu'on en retire. D'accord. En France. Bon à savoir, en tout cas, oui, en France. Faut être un peu moins catégorique que ça. C'est-à-dire que le charbon actif, de toute façon, c'est sûr, a des qualités. Sur le goût. Oui, il est utilisé dans les usines d'eau potable. Il filtre aussi au niveau des bactéries éventuelles. Il enlève le chlore. Donc on n'a plus le goût de chlore. Sauf que si la cartouche n'est pas changée suffisamment fréquemment, alors la fréquence, je ne peux pas vous le dire. Après, il faut regarder sur les notices. Si on n'utilise pas la cartouche pendant une semaine où on part en vacances et puis on la réutilise sans prendre soin de faire couler de l'eau avant, il y a un risque de bactéries qui s'est développé sur le charbon. Parce qu'un charbon actif, c'est un réacteur à bactéries excessivement important. Donc on l'utilise parfois pour ça. On l'utilise comme filtre bactérien, le charbon actif, par moment. Ça veut dire que les bactéries se développent particulièrement bien sur un charbon, surtout si le charbon a absorbé des matières organiques avant. C'est vraiment un nid à bactéries, un charbon actif. Tant que de l'eau arrive fraîche dessus, avec du chlore, ça va, c'est correct. Mais si on laisse les bactéries se développer, qu'on ne prend pas soin de changer la cartouche ou de la nettoyer, là, il y a un risque qui est important. C'est la même chose que les petits filtres pour les Brita Ouais. D'accord. C'est tout à base de charbon actif, tout. D'accord, parce que là, la personne à laquelle je pensais, c'est vraiment un gros bout de charbon qu'elle a acheté dans un magasin bio. Oui. C'est la même chose, de toute façon. Je ne sais pas exactement l'efficacité. On se posait la question avec des collègues et on se disait qu'il fallait qu'on fasse des manips là-dessus. Que ça peut altérer le travail qui a déjà été fait, en tout cas dans... Non, peut-être pas altérer, mais l'efficacité d'un point de vue, je sais pas, hydraulique, si je puis dire, de diffusion, d'efficacité, de mettre un bout de charbon dans une carafe. Dans les carafes Brita, ça passe au travers d'un filtre. Donc là, il y a le contact. Un filtre de charbon actif, charbon actif qui a été épuré, qui n'a plus de métaux, qui a été carbonisé, qui a été traité. D'ailleurs, ça coûte de l'énergie, le charbon actif, au passage quand même. Mais un bout de charbon comme ça... Oui, on se posait la question de l'efficacité, mais je ne dis pas que ça n'en est pas, mais non, mais c'est justement, on est là pour nuancer et justement discuter de ça. Finalement, il y a plein d'idées qui émergent en ce moment, mais il faut aussi effectivement se renseigner et veiller à ce que... Je parle quand même d'altération parce qu'il y a un travail qui est fait par toutes ces stations de potabilisation, etc. Avec un bout de charbon, on ne sait pas encore jusqu'où on peut... l'efficacité que ça peut avoir, pour quel objectif. Super, écoutez, je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de venir dans le studio de Micro Canap et d'avoir évoqué ce sujet avec moi. Merci à vous. Merci Chloé. Merci à toi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour rappel, le podcast sort en version vidéo sur YouTube, mais aussi en version audio sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la page YouTube, mais aussi à notre compte Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Micro Canap.